Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver exceptionnellement ici à Cannes pour la 75e édition du festival où le cinéma est plus que jamais à l'honneur. Une édition un peu particulière qui a des airs de renouveau après 2 années de pandémie où la fête totale avait été empêchée. Les retrouvailles, c'est fait. Voilà pourquoi on avait envie dans cette édition de 13h de célébrer ce moment de retrouvailles au cœur de la création dont France Télévisions est à présent le partenaire officiel. Le temps du festival, Cannes se transforme en une gigantesque scène de cinéma, une salle incroyable où des artistes du monde entier viennent présenter leur travail, leur création. Et comme vous le savez, dans cette édition, on aime la culture, on en parle très très souvent, on aime les rencontres aussi. Eh bien, tout à l'heure, nous aurons 3 invités parmi nous, Marion Cotillard, Melville Poupeau ainsi que Benoît Magimel. Mais avant de retrouver nos invités, on va faire le point sur l'actualité avec Julien Benedetto qui est à Paris. Bonjour Julien, c'est à vous. Bonjour Leïla, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, une tornade spectaculaire qui a fait des dégâts considérables dans une ville de l'ouest de l'Allemagne hier soir. Il y a une quarantaine de blessés, dont 10 graves. Ce phénomène climatique rarissime en Europe est sans doute lié aux températures anormalement élevées pour la saison. Julie Vitaline. La tornade avance rapidement, à quelques kilomètres de ces maisons. Au cœur de la ville balayée, tout est violemment emporté sous une pluie diluvienne. Il faut se barricader en urgence. Ce bus, lui, est pris au piège. Ses passagers manquent d'être écrasés sous un arbre. Un phénomène exceptionnel qui a frappé par surprise cette ville allemande hier soir, après plusieurs jours de fortes températures. Rapidement après son passage, les dégâts considérables sont évalués à plusieurs millions d'euros. Cette habitante n'arrive toujours pas à croire ce qui est arrivé. Les maisons sont détruites, beaucoup de voitures aussi, des concessions automobiles. Je suis passée il y a 20 minutes, tout allait bien. Un vent aussi fort, on ne voit ça qu'aux États-Unis, à la télé. Dans cette zone pavillonnaire, impossible de circuler. Des arbres arrachés bloquent la voie, parfois même déracinés par la violence de la tornade. Certains sont tombés sur des véhicules. Aucun décès à déplorer, mais 43 personnes ont été blessées. Sur place, les forces d'intervention sont à pied d'œuvre. Plus de 350 hommes mobilisés pour déblayer la ville. Dans les immeubles les plus grands, les toitures ont été endommagées par un vent extrêmement fort. En fait, plus aucun bâtiment n'a de toit, les fenêtres sont détruites. Une tornade a également frappé cette ville voisine. Les intempéries ont touché tout l'ouest du pays hier. Un homme de 38 ans est décédé. La guerre en Ukraine est l'épilogue de la bataille d'Azovstal. Moscou annonce avoir pris le contrôle total de Mariupol après la reddition hier soir des derniers soldats ukrainiens retranchés dans l'usine. Kiev évoque de son côté, je cite, un sauvetage de ses héros et souhaite organiser au plus vite un échange de prisonniers de guerre. Les dernières images commentées par Emmanuel Lagarde. Le pas lourd, les traits tirés, ces soldats ukrainiens sont désormais prisonniers. Ces images sont diffusées par l'armée russe, soucieuse de montrer des ennemis bien traités. Un à un, les combattants sont fouillés. Ce sont eux qui tenaient l'usine Azovstal, l'ultime poche de résistance de Mariupol. Elle est désormais aux mains des Russes. Les installations souterraines de l'entreprise où se cachaient les combattants sont passées sous le contrôle total des forces armées russes. Depuis le 16 mai, 2439 nazis du régiment Azov et des troupes ukrainiennes bloquées dans l'usine se sont rendus. Ceux que les Russes qualifient de nazis, ce sont les soldats du groupe Azov, reconnaissables à leurs tatouages très particuliers. Ils sont les signes d'appartenance à ce régiment nationaliste controversé. Leur chef avait annoncé lui-même hier l'arrêt des combats. Gloire à l'Ukraine. 86 jours de défense de Mariupol. Le commandement militaire nous a ordonné de préserver les vies et la santé de nos soldats et d'arrêter de défendre la ville. Malgré la prise de l'usine Azovstal, l'Ukraine n'a pas encore reconnu officiellement la chute de Mariupol. La ville symbole de sa résistance acharnée face aux forces russes. Pourtant, le sort de la ville martyre semble scellé. Pour Moscou, c'est un succès militaire majeur depuis le début de la guerre. Une victoire acquise au prix de terribles destructions. Dans Mariupol,
80% des bâtiments sont en ruine. 20 000 personnes ont été tuées. Mais la Russie gagne un accès stratégique à la mer d'Azov et étend son occupation à tout le sud-est du pays. La politique en France, les passations de pouvoir s'enchaînent depuis la nomination du nouveau gouvernement hier après-midi. Ils seront donc 27 autour de la première ministre Elisabeth Borne lundi matin pour le premier conseil des ministres. Brigitte Bourguignon à la santé et Gabriel Attal au compte public ont pris leurs fonctions ce matin. Je serai le ministre du pouvoir d'achat, promet l'ancien porte-parole du gouvernement. Julien Bigard avec Barbara Six et Lily de Pavan. Le grand bal des passations dans les ministères débuté hier continue. Le temps du bilan pour les partants et des engagements pour les entrants. Ce matin, changement de locataire au ministère de la Santé. Olivier Véran, capitaine du navire pendant le Covid, quitte son poste. En partant, il compare cette période à l'expérience vécue par les passagers du Titanic. Ce que nous avons vécu ensemble n'est pas commun, les amis. Je suis fier, très fier de vous. L'iceberg était gros, l'eau était très froide, mais il y avait de la place sur la planche. Vous sortez aujourd'hui de la lessiveuse, c'est le printemps, soyez heureux. Merci. Sa remplaçante en veste blanche, Brigitte Bourguignon, jusqu'ici ministre déléguée chargée de l'autonomie. Loin d'être la plus connue du grand public, l'ancienne socialiste prend le temps de se présenter avec un mot-clé, la proximité. Vous ne connaissez peut-être pas encore toutes mes convictions anciennes et fortes en matière d'une santé de proximité, d'une santé accessible à tous. C'est mon combat depuis des années sur le terrain. J'entends souvent les mêmes problèmes. Je n'arrive pas à trouver un généraliste. Je dois attendre 6 à 9 mois pour un spécialiste. J'ai attendu 7 heures aux urgences. Je connais bien ces préoccupations. Promotion aussi pour l'ancien porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. À seulement 33 ans, il remplace Olivier Dussopt aux côtés de Bruno Le Maire comme ministre des Comptes publics. Avec une priorité, après le quoi qu'il en coûte, la réduction des déficits. Cher Bruno, cher Olivier, vous avez remis la France sur les rails de la baisse des déficits et du désendettement. Nous devons tenir cette voie et je m'y emploierai. Il en va de la solidité de notre économie, de la confiance dans notre pays et de l'avenir de notre jeunesse. La journée carton et déménagement se poursuit cet après-midi. Au Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, ministre sans interruption depuis 10 ans, quittera le gouvernement. Catherine Colonna, ancienne chiracienne, prendra sa place en tant que ministre des Affaires étrangères. À peine installée, cette nouvelle équipe gouvernementale est déjà vivement critiquée par le Rassemblement national. Le parti d'extrême droite cible particulièrement le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. On écoute Marine Le Pen, c'était il y a quelques minutes. Emmanuel Macron a fait le choix de la provocation, mais d'une provocation très lourde de sens, notamment en nommant à la tête de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'avenir de nos enfants, quelqu'un qui défend une idéologie racialiste, indigéniste, wokiste. Et ça, c'est un signal très inquiétant pour l'avenir. Voici à présent l'histoire rocambolesque d'un tableau qui fait la fierté d'un village du Maine-et-Loire. 12 ans après avoir été dérobé, le Saint-Jérôme a retrouvé sa place dans l'église de Savenières. Le maire de la commune a récupéré l'œuvre à Venise où elle était en vente dans une galerie d'art. Joyeux épilogue d'une longue enquête franco-italienne. Thomas Paga, Mathieu Baudouin. Saint-Jérôme est rentré hier d'un très long voyage. Enfin, il est retourné à la maison après 12 ans d'absence. Enfin, c'est plus qu'une maison, c'est son église en fait. Dérobé en 2010 à Savenières, sur les berges de la Loire, il a parcouru 1 millier de kilomètres jusqu'aux côtes de l'Adriatique. À Venise, sous les majestueuses arcades du Palais des Doges, le maire Jérémy Giraud, 36 ans, on va le découvrir, avait un peu de mal à y croire. C'est la première fois qu'on le revoit. Il est plutôt en bon état en plus. Voilà. Tout à fait, c'est une chance parce qu'on aurait très bien pu imaginer qu'à la suite du vol, il puisse y avoir un problème. Des dégâts dessus. Donc il y a juste le cadre là qui manque par rapport malheureusement au tableau. C'est un très beau cadre du XVIIe siècle, doré. On le retrouvera peut-être plus tard à Venise. Le tableau a été repéré sur le site internet d'un antiquaire des environs de Padoue. Le résultat d'une enquête internationale qui a croisé des milliers de données sur les œuvres d'art volées. Une brigade spéciale, l'unité de protection du patrimoine, s'est chargée de récupérer le tableau.
Il est probable que les voleurs étaient français et que l'œuvre a été recherchée uniquement en France pendant ces 12 ans. Si elle est arrivée en Italie, c'est en raison de l'acquisition tout à fait légale d'un antiquaire qu'il a acheté lors d'une vente aux enchères à Lyon. Les services français devront poursuivre l'enquête pour retrouver les voleurs. Entouré d'infinies précautions, le tableau a été envoyé par un transporteur spécialisé jusque dans le Maine-et-Loire. Les habitants lui ont fait un accueil digne d'une relique. C'était quand même une œuvre d'art qui était dans cette église et on regrettait vraiment ce vol à ce moment-là, quoi. L'histoire de son périple les a même incités à s'intéresser de près à l'histoire du saint. Quand on visite la basilique de Bethléem, on voit la grotte dans laquelle il a été ermite pour traduire la Bible. Et à celle de leur petite église, en pleine rénovation. Moi, je suis très contente parce que ça met notre église en valeur. On en parle et puis c'est une belle histoire. Quant au prix de ce tableau anonyme, les Italiens évoquent des dizaines de milliers d'euros. Largement surestimés selon les Français, qui craignent à demi-mot d'attiser les convoitises. Il y a un côté très théâtral en Italie et ils avancent des chiffres qui ne sont absolument pas réalistes par rapport aux œuvres elles-mêmes. Reste à savoir où placer le saint. Alors, on avait pensé pouvoir le mettre sur ce pilier. Il serait bien ici aussi. Le maire promet d'équiper l'église d'un tout nouveau système d'alarme pour admirer Saint Jérôme en toute sérénité, au moins pendant les 12 prochaines années. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On retourne à Cannes où nous attend Leïla Kadour pour une page spéciale consacrée au festival. Leïla, vous avez à vos côtés de prestigieux invités. Oui, absolument. Merci, Julien, pour d'avoir assuré ce journal à ma place aujourd'hui, en ce premier week-end de festival à Cannes, le cœur battant du cinéma, du 7e art, ici, des films, des stars, du soleil, des émotions. Tout à l'heure, nous serons avec Benoît Magimel, mais tout de suite, pour commencer, c'est Marion Cotillard et Melville Poupeau qui nous font la gentillesse et l'amitié de venir sur le plateau du 13h Week-end. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler du nouveau film d'Arnaud Desplechin, Frères et Sœurs, qui est en compétition ici à Cannes. On vous souhaite bien entendu le meilleur. Hier, vous avez monté les marches pour présenter le film au public. On a quelques images d'hier soir. C'est le premier film français de la compétition à être présenté à Cannes. Je le disais, la première année où le festival revient un peu à la normale, comme avant l'ère Covid. C'est aussi un événement de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui se passe dans vos esprits à tous les deux quand vous montez les marches ? Ça a l'air peut-être évident pour vous, mais moi je me pose sincèrement la question. Vous êtes capable d'évoluer sur des plateaux, devant des réalisateurs, des équipes très très nombreuses, mais qu'est-ce que ça vous fait d'être tout d'un coup face au public, aux professionnels, aux photographes ? Marion ? C'est toujours assez impressionnant. Je viens à Cannes depuis à peu près 10 ans et il y a toujours ce mélange d'excitation et les regards qu'on s'échange en fait avec toute l'équipe. C'est toujours assez beau. Il y a une certaine douceur, un certain rythme lent et en même temps avec beaucoup d'énergie intérieure. On va présenter le film à des gens qui sont passionnés de cinéma. Donc voilà, c'est un mélange de douceur, d'excitation. Et vous, Melville ? Oui, de toute façon, tout Cannes, en général, on passe facilement d'un extrême à l'autre. On peut être euphorique et galvanisé par des critiques dithyrambiques. Et puis la seconde d'après, on panique, on s'inquiète, on n'a pas le bon nœud papillon. La montée des marches, c'est toujours un moment un peu stressant. Mais c'est vrai que, comme dit Marion, quand on est content de notre film, qu'il y a un bon accueil et qu'on se retrouve pour présenter devant des cinéphiles, c'est surtout le plaisir qui l'emporte. Vous êtes deux habitués de Cannes. Marion, on a fait une petite recherche. L'une de vos premières montées des marches, est-ce que vous vous souvenez, vous avez dit ça fait à peu près 10 ans, c'est peut-être un peu plus vieux ? Non, mais oui, si. La première fois que j'ai monté les marches, c'était pas pour un film. Je crois que Alors nous, on a trouvé pour un film. Un film, c'était en 98. On allait devenir champion du monde. Je crois que c'était pour Taxi. C'est Taxi, oui. C'est pour Taxi. Ouais. On a retrouvé juste quelques petites images. Voilà une photo de vous. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque ? Vous voyez ? Ah non, alors moi, je suis pas nostalgique du tout. J'étais émerveillée par tout. C'était le tout début de mon aventure dans le cinéma. C'était un rêve pour moi de devenir actrice. Et donc voilà, non, j'avais juste de la joie
Parlons du film Frères et Sœurs, Arnaud Desplechin qui explore à nouveau la famille. C'est un thème de prédilection pour Arnaud Desplechin. Vous avez déjà collaboré avec lui à plusieurs reprises. La famille qui est toujours un peu agitée, où il y a des coups de gueule, des névroses. Et ici, il explore finalement la fratrie, une fratrie qui se déteste. Une fratrie qui se hait même. Le mot haine est important, c'est quand même beaucoup plus fort. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Et ce jour-là, j'ai vu mon frère couvert d'honneur. Plus tard, il est venu me retrouver. Et j'ai dit à mon frère, je te hais. Mais je lui ai dit dans un sourire. Mais qu'est-ce que votre frère a répondu? D'accord. Je le sais. Je le sais. Je le savais. Il avait une grande douceur. On est toujours à Cannes pour le festival du film, bien entendu, avec Frères et Sœurs qui a été présenté hier sur la Croisette. Vous incarnez, Marion, une comédienne dans la lumière, une comédienne fantastique, éblouissante, qui accroche toute la gloire finalement, mais qui est mue par un sentiment de haine profond à l'égard de son frère. Vous êtes l'aîné, comme si son apparition dans la famille avait bouleversé un équilibre, et pourtant vous semblez être celle qui est la plus privilégiée. Comment est-ce que vous avez abordé cette femme, ce visage de la haine que vous pouvez montrer dans le film? En fait, quand j'ai lu le film d'Arnaud, j'ai plus vu un film d'amour qu'un film de haine. Un film de trop d'amour placé à un endroit, je dirais pas mauvais, parce que j'ai pas envie de le juger, mais en tout cas, voilà, un amour trop grand, un amour dont on ne sait pas quoi faire. Et la seule manière, en fait, de se construire, c'est de briser cet amour, de l'arrêter. Et parce qu'il y a trop d'amour, ça se transforme en quelque chose d'extrêmement violent. Et ça fait de vous, de votre personnage, Melville Poupeau, l'objet de la haine. L'homme comme pourchassé en tout cas par ces flèches de colère de cette sœur, et qui entretient aussi à son tour la haine. Absolument, oui, Ouais. c'est une histoire à deux. C'est vrai que les fois où on se rend... C'est une traque en fait, on se poursuit, on se déteste. Moi au début du film je me suis exilé dans un coin de montagne paumé et tout ça, je me suis un peu retiré du monde. Et puis c'est comme si mon personnage attendait ce moment fatidique, on allait lui dire voilà, finalement tu vas revoir ta sœur après toutes ces années de fâcherie. Et c'est presque un soulagement parce qu'il y a quelque chose à résoudre. Et ce qui est beau dans le film, c'est que c'est justement de ce sentiment très difficile, très compliqué, on va aller chercher la lumière et la réparation. Et ce qui est beau dans les films d'Arnaud, et particulièrement dans celui-là, c'est que même si c'est sur les sentiments très complexes et intimes, c'est du grand spectacle et c'est vraiment la flamboyance de la mise en scène, de la musique. C'est un vrai plaisir de cinéma, alors qu'on rentre dans des détails qui sont assez tellement subtils que le cinéma a des fois du mal à être aussi précis et distingué sur ce genre de phénomène. Et c'est un vrai plaisir pour les spectateurs. C'est deux rôles merveilleux qu'Arnaud Desplechin vous a offert avec Frères et Sœurs. Le film, je l'ai dit, a été présenté hier, mais il est sorti aussi en salle hier, donc il appartient d'ores et déjà au public. On s'est dit que c'était pas forcément évident pour vous, avec le festival, cet emploi du temps très chargé, de rencontrer le public et d'avoir les premiers échos, ce qu'ils ont pensé du film. C'était ce matin à la sortie de la grande salle Louis Lumière avec Laurence Piquet et Nathalie Berthier. On leur a posé la question: qu'avez-vous pensé de Frères et Sœurs? Regardez. Assez bouleversant, de bon matin. Très bon film. Ils ont joué des choses douloureuses, des mystères de famille qu'on peut connaître peut-être tous dans nos familles. J'ai eu des problèmes avec ma petite sœur, alors j'ai vu ce film comme si c'était ma propre histoire. Vraiment excellent, c'était juste génial et une mise en scène terrible. J'ai pas tout compris de cette relation entre le frère et la sœur. Pour connaître ça dans ma vie personnelle, là j'ai compris que le ressort c'était la jalousie. C'est assez particulier parce qu'on prend position pour personne, finalement on est un peu entre les deux, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. En même temps très tendre et très violent, très désespérant, mais c'est un très beau film.
Voilà un sujet qui ne laisse pas indifférent, un film qui fait beaucoup réagir. L'une des spectatrices a posé la question sur l'origine de la haine. C'est vrai qu'on a du mal à la cerner, mais au fond, faut-il vraiment déterminer pourquoi ils se détestent à ce point? Qu'est-ce que Arnaud Desplechin vous a raconté en préparant vos rôles? Est-ce qu'il vous a laissé imaginer chacun de votre côté ou il vous a donné une ligne un peu claire? Moi, il m'a dit une seule chose. Il m'a demandé de sauver Alice. Et j'ai compris, qu'il avait envie de sauver cette femme de ses sentiments terribles. Et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est un film d'amour, c'est un trop-plein d'amour. Et c'est un très beau rendez-vous avec Arnaud Desplechin. Vous parlez de ça, Melville Poupeau, des rendez-vous qui ont eu lieu par le passé et de ce retour avec lui, de cette collaboration qui semble vous rendre très très heureux. On parle de haine dans le film, mais on parle surtout beaucoup d'amour d'un réalisateur pour ses comédiens. J'ai l'impression qu'il vous fait des déclarations dès qu'il peut, hein, Arnaud Desplechin. Melville. C'est vraiment l'exemple même du metteur en scène qui vous embarque, qui est totalement passionné, pris par son sujet, qui laisse pas une seconde de répit à son équipe parce qu'il veut absolument que tout le monde soit au service du film, au service de ses personnages. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est que chaque prise est différente, il expérimente beaucoup sur le tournage, aussi bien le scénario est très écrit et les dialogues très précis. En même temps, quand il s'agit de les dire, on découvre un sens caché et à chaque prise, on se dit « Ah oui, en fait, c'était ça l'intention du personnage ». Et même Arnaud était lui-même surpris de filmer ces scènes et de découvrir ce qu'il avait vraiment envie de raconter. C'est un film, je pense, Bon, maintenant, c'est la grosse mode des films qui font du bien. En général, c'est des comédies, mais quelque part, il l'a dit à la fin de la projection hier, c'est aussi un film qui répare. Et je pense que ça a réparé quelque chose chez Arnaud, peut-être chez nous aussi, et je pense chez les spectateurs. Frères et sœurs d'Arnaud Desplechin en salle, en compétition officielle à Cannes, avec Golshifteh Farahani, je n'ai pas évoqué, aussi Patrick Timsit, notamment Benjamin Sixou. Que faut-il vous souhaiter à tous les deux avant que je vous laisse repartir? Souhaiter au film qui rencontre son public, c'est toujours quelque chose qu'on attend, qu'on désire. Pas de doute, je n'ai pas un seul doute là-dessus pour cette rencontre avec le public. Je vais vous libérer. On est toujours en direct de Cannes pour cette 75e édition et on a décidé de remonter un petit peu le temps, de s'arrêter à l'année 53. Pourquoi 53? À l'époque, c'est Vincent Auriol qui est président de la République. Au cinéma sortent Les vacances de Monsieur Hulot. Mais que se passe-t-il précisément sur la Croisette? Eh bien, on va retrouver Jian Benzina, qui est pas loin de moi, à Cannes, sur la plage, bien heureuse. Bonjour, Jian. 1953, c'est une année à retenir dans l'histoire du Festival de Cannes. Expliquez-nous pourquoi, Jian. Alors Leïla, je me trouve sur un lieu iconique vraiment du festival. Regardez, ça c'est le fameux hôtel Carlton qu'on voit dans tellement de films. Eh bien en 53, c'est sa plage là où je me trouve qui va lui voler la vedette. Parce qu'ici même se trouve à l'époque une jeune fille de 18 ans, une inconnue. Elle vient pour la première fois au festival, elle s'appelle Brigitte Bardot. Elle est là, elle se promène, vous voyez, au bord de l'eau et elle porte un bikini. Alors le bikini, c'est ce maillot qui est né quelques années avant, en 46. Et puis elle le porte, il y a ces photographes qui sont de l'autre côté. Elle prend la pose, le cliché fait la une du monde entier. Et c'est un scandale parce qu'à l'époque, Leïla, eh bien, ça n'est pas bien vu pour une femme de montrer son nombril. Et ce bikini va même être interdit sur les plages alentours. Mais Brigitte Bardot, elle a déjà ce sens de la liberté, ce goût de la liberté, et elle se fiche des qu'en dira-t-on. Et donc, c'est ici, avec ce cliché, que le bikini, eh bien, et celles qui l'a porté sont rentrées dans l'histoire du festival et dans la valise de tous ces Français qui vont à la mer. Merci à vous, Jian. Et pendant cette petite excursion à la plage, c'est Benoît Magimel qui nous a rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir ici sur ce plateau de France Télévisions. On va parler de Revoir Paris. C'est une chanson de Charles Trenet, mais c'est surtout un très beau film d'Alice Vinocourt avec Virginie Efira notamment. Un film qui est présenté dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Vous êtes un habitué de Cannes, Benoît Magimel. Est-ce que vous avez toujours, je ne sais pas, la même sensation, le même cœur qui bat, qui vibre à l'idée de venir ici? C'est de mieux en mieux en fait. Et c'est vrai, on a ses habitudes, mais on se sent de plus en plus appartenir à ce monde, à ce moment un peu particulier. L'histoire de Revoir Paris, c'est celle d'une femme qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, Benoît Magimel, au cœur d'un attentat dans un restaurant. Le traumatisme qui s'ensuit est accompagné aussi d'une perte de mémoire. Et le film, finalement, suit cette lente reconstruction. Avant d'en parler, je vous propose de regarder la bande-annonce. Vous vous souvenez de moi? Non. J'étais à la table en face de vous. Vous fêtez un anniversaire.
Je me souviens plus de rien. Vous aviez commandé un verre de vin. J'ai pensé que vous attendiez quelqu'un. Et dans ce film, Benoît Magimel, Revoir Paris, vous incarnez l'être solaire. Parce que dans le traumatisme qui est décrit à merveille par Alice Winocourt, dans les traits de Virginie Efira, il y a aussi des choses positives qui peuvent émerger. Oui, ce genre d'événement, en fait, vous relie à la vie surtout. Hein. Dès qu'on est confronté à la mort, en fait, c'est un souffle de vie qui s'empare de vous. Et se reconstruire, c'est un film sur la reconstruction, le besoin de se souvenir à plusieurs, se réunir. Et c'est vrai que ce personnage de Thomas, lui, refuse de se voir comme une victime. Il a une désinvolture, il a une distance par rapport à ça. Alors, la particularité, c'est qu'il est hypermnésique, donc il se souvient absolument de tout. Elle se souvient de rien. Et dans cette rencontre, il va l'aider aussi à reconstruire, à récupérer des pièces du puzzle qui lui manquent pour passer à autre chose. Mais ça bouleverse une vie, en fait, ce genre d'événement. Votre vie personnelle est bouleversée et vous vous apercevez que vous avez besoin absolument d'être en contact avec ceux qui ont vécu le même traumatisme. La reconstruction passe par le collectif. C'est aussi le message délivré par Alice Winocourt, si tant est qu'il y a un message. Et le personnage que vous incarnez, qui est cabossé, qui est physiquement abîmé, va finalement être quoi, la meilleure béquille pour le personnage incarné par Virginie Efira? Oui, c'est une histoire d'amour. Et voilà, ça parle de ça, ça parle de vie, d'amour, et que voilà, on peut renaître et recommencer. C'est une femme aussi qui prend sa vie en main autrement, et donc c'est une belle histoire en ce sens-là. Mais voilà, c'est tragique, c'est terrible. Mais derrière toutes ces choses-là, il y a l'humanité qui existe toujours. Voilà, et c'est Revoir Paris d'Alice Winocourt. Alors, vous n'êtes pas venu simplement pour ce film d'Alice Winocourt. Vous êtes venu aussi pour un autre film qui est en compétition, un film d'Albert Serra, Pacifiction. Vous nous en dites un petit mot? J'ai pas eu la chance de le voir parce que les règles sont strictes à Cannes. Hein. Tant que le film n'a pas été projeté pour les professionnels et le public, on peut pas le voir en amont. Je l'ai pas vu non plus. C'est vrai? J'ai pas pu. Et il a été fini là juste avant. Oui, il y a toujours une course juste avant Cannes pour que les films sortent. Et c'est un film dont je peux finalement assez peu parler parce que c'est un film qui a toujours été en réécriture pendant le tournage. C'est quelqu'un d'à part, Albert Serra. Il est assez extraordinaire parce qu'il travaille tellement différemment des autres. Il travaille d'abord avec le son, il fait son montage avec le son, et l'image vient après. Et pour vous donner un exemple, il met en place une scène avec des personnages, avec des acteurs qui ne sont pas acteurs, et il me dit tu rentres quand tu veux. C'est quand tu veux. Donc je peux prendre un verre, fumer une cigarette en attendant, et au bout de quelques minutes, voilà. Donc c'est vraiment une autre façon de faire, mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Et bien, vous allez le découvrir dans les jours qui viennent. Benoît Magimel, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour évoquer Au revoir Paris, que j'invite chaleureusement les téléspectateurs à découvrir dès qu'il sera en salle, ainsi que Pacifiction. Merci à vous d'être venus. Merci à toutes les équipes techniques qui m'ont accompagné le temps de ce direct et de ce plateau exceptionnel délocalisé. Dans un instant, sur France 2, vous allez retrouver votre magazine 13h15. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h, mais non plus à Cannes. Retour à Paris dans une configuration plus normale. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à demain. Waouh.